La première porte d'entrée, c'est celui qui va vous dire: «Bah non, moi je pense que dans votre cas, ça serait bien d'aller voir un psychiatre pour poser un diagnostic». Parce que oui, effectivement, moi en tant que psychologue, je ne pose pas de diagnostic. C'est seulement le psychiatre qui va être habilité à dire: «Vous souffrez d'un trouble de personnalité bipolaire». Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Parole de Bipolaire. Alors je fais une intro un petit peu différente parce qu'aujourd'hui c'est un hors-série. On va notamment faire ça en mode interview avec Benjamin qui est psychologue ainsi que Julien, donc que vous connaissez déjà, donc qui est personne bipolaire. Et l'idée aujourd'hui c'est qu'on va voir comment choisir son psychothérapeute ou son psychologue et comprendre aussi comment faire pour que la psychothérapie fonctionne le mieux possible, avec aussi Julien qui lui a été diagnostiqué bipolaire depuis 2014. Donc bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange pour les bipolaires par les bipolaires. Et moi je suis Clément Bessa, le fondateur d'Upstage. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On aide les personnes bipolaires à trouver un accompagnement global. Et moi, c'est Julien et j'aide les bipolaires à mieux vivre la bipolarité au quotidien. Et donc, le sujet aujourd'hui, c'est de parler de psychothérapie. Et donc, on va attaquer dans le vif du sujet. Concrètement, on a beaucoup de chance d'avoir Julien avec nous aujourd'hui. Et je pense que ça peut être important déjà, peut-être, que tu te présentes rapidement, tu nous dises un petit peu qui tu es, Benjamin. Je m'appelle Benjamin Jotnet, je suis psychologue. Au départ, je suis spécialisé en psychologie du travail. C'est spécialité que j'ai choisie au cours de mon master 2. Et je me suis orienté en réalité dans la création d'un cabinet. Alors un cabinet qui reste virtuel parce que ma spécialité, c'est de travailler 100% en distanciel et donc recevoir les patients uniquement en téléconsultation. Je suis arrivé par la suite à suivre les patients bipolaires, un peu en fait en réalité par hasard, puisque j'en ai reçu un premier dans mon cabinet et je me suis intéressé à cette pathologie, à cette maladie et au fur et à mesure du travail avec ce patient-là, je me suis dit que ça valait le coup de mettre au service d'autres personnes qui souffraient de bipolarité, ce que j'avais appris, et on parlera, je sais, par la suite un peu plus de la manière dont je le fais, donc je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails. Ouais, en fait, c'est des sujets qu'on se pose beaucoup et moi, je suis quand même pas mal évoqué. Et c'est intéressant peut-être d'avoir aussi ta définition, Julien. Comment est-ce que toi, tu définirais une psychothérapie? Et ensuite, on demandera à Benjamin justement de définir de manière peut-être un peu différente, lui, ce qu'il a pu apprendre peut-être en théorie, par exemple. Eh bien, moi, je le définirais comme un travail sur soi, à la fois sur le passé, le présent et l'avenir, par différentes techniques. Après, ça, c'est le psychothérapeute qui gère un peu le truc. Et afin pour la bipolarité, pour moi, par exemple, c'est vraiment pour me stabiliser, pour comprendre mes différentes phases, pour que ouais, je reste stable au quotidien finalement. Et, et avec du coup comment dire, une fréquence qui est régulière aussi, pour que ça soit efficace. Et toi, Benjamin, du coup, peut-être, vas-y, si tu veux expliquer avec tes propres mots ou même une définition un peu plus classique. Alors, il y a 2 points qui sont intéressants. Alors, si on veut regarder du côté de la théorie, une psychothérapie, c'est un traitement, ce sont des soins ou tout simplement un accompagnement, qui est prodigué par une personne qui est formée à cela, et ça je reviendrai sur le sujet, à une ou plusieurs personnes qui souffrent de problèmes psychologiques. Parce qu'on entend souvent par psychothérapie le travail individuel, mais il ne faut pas oublier que, un groupe de parole, c'est une psychothérapie, sauf qu'elle se fait en groupe. Ce qui est intéressant à noter dans cette définition, c'est une personne formée à cela. Il faut savoir qu'il y a encore très peu de temps, le titre de psychothérapeute n'était pas protégé et n'importe qui pouvait se dire psychothérapeute en ayant fait formation ou pas. Aujourd'hui, le titre de psychothérapeute, il est protégé et au même titre que le titre de psychologue, il faut avoir fait une certaine formation et en particulier une formation en psychologie clinique qui dit une licence, un master et 500 heures de stage. C'est-à-dire que moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas droit d'utiliser le titre de psychothérapeute, ce qui est un petit peu particulier parce qu'en réalité, je fais de la psychothérapie. Ça ne m'est pas du tout interdit, mais j'ai pas le droit de me dire psychothérapeute parce que ma formation
est basé sur la psychologie sociale et du travail. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas fait de psychologie clinique au cours de mes études. Au contraire, on en fait beaucoup. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte quand vous cherchez un psychologue, et on va rentrer un petit peu dans ce sujet-là, c'est de regarder qui ils sont. C'est-à-dire qu'un psychologue peut être psychothérapeute, ne peut le pas l'être. En général, s'il travaille en libéral, il pratique de la psychothérapie et il fait de la thérapie. Et au final, c'est pas tellement une question à se poser. Ouais, non, c'est intéressant et c'est vrai que ce que tu évoques là, Benjamin, c'est qu'il y a vraiment différents types de métiers et en France, c'est assez réglementé, ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Après, je n'ai pas spécialement d'avis sur le sujet, mais d'ailleurs, toi, comment est-ce que tu définirais? Parce que moi, pour moi, il y a vraiment le concept de coach qui est en fait pas vraiment encadré, comme ce que tu fais, toi, Julien, c'est ça? Yes. Ensuite, il y a le concept de thérapeute, de psychiatre et de psychologue. Donc, c'est à chaque fois des choses assez différentes. Alors, comment est-ce que tu définirais justement un coach, Julien? Euh, un coach, c'est une personne qui va accompagner une autre personne dans un but précis qui est déterminé par cette propre personne et afin d'atteindre ce but. Après, le nombre des séances est assez réduit, ce qui est un peu différent de, par exemple, la psychothérapie ou le psychiatre. Ok. C'est vrai qu'effectivement, si je vais poursuivre sur le sujet, le psychologue, on va rencontrer, comme je parlais de psychothérapie tout à l'heure, on va rencontrer des gens qui en général souffrent d'un problème psychologique. Alors, quand je dis problème, j'entends pas forcément pathologie. Je me sens pas bien, c'est pas forcément de la dépression, c'est pas forcément un trouble anxieux. Voilà, c'est un problème psychologique. Donc, psychologue et psychiatre vont accompagner ces problématiques-là. Après, ce que tu disais, Julien, est super intéressant aussi parce que aujourd'hui, on est sur aussi des dynamiques de thérapie brève et où on fait de moins en moins de séances. On a beaucoup en tête l'idée du psychanalyste avec des analyses qui durent pendant parfois 10 années. Alors, le psychanalyste, lui, n'est ni psychologue ni psychiatre et c'est une profession qui n'est pas du tout encadrée. Sa pratique, lui, elle est psychanalytique. C'est là où on commence à se perdre en réalité, parce que le psychologue ou le psychologue, et donc comme je vous disais tout à l'heure, a fait un bac+5, le titre est protégé, il est enregistré dans un répertoire qu'on appelle ADELI, qui lui donne l'autorisation d'utiliser ce titre et donc d'exercer la psychologie sur le territoire où il a eu son diplôme. C'est l'ARS qui délivre ce numéro. Mais le Alors, psychologue peut l'ARS, tout à fait. pardon. L'ARS, l'Agence régionale de santé, maintenant on les connaît bien avec le Covid, alors qu'avant on ne savait pas du tout ce que c'était et à quoi ça servait. Euh, Ouais, ouais, mais je pense qu'il faut vraiment éviter les acronymes parce qu'on pense tous que tout le monde sait, et moi le premier, je savais pas ce que c'était, donc alors en fait, en tant que psychologue, on y a très peu à faire, à part justement demander ce numéro une fois qu'on est diplômé, et puis leur donner des informations. Quand on change de région, par exemple, on peut changer de numéro. Là où je disais que on n'y comprend plus rien, c'est que le psychologue ou le psychiatre peuvent tout à fait exercer dans une approche psychanalytique. Donc là, on est tout de suite perdu et on en parlera juste après. C'est justement les les différentes techniques, les différentes approches. Et donc pour continuer, on a donc le psychiatre. Lui, c'est un médecin. Donc il a fait un doctorat et c'est le seul qui est habilité à vous prescrire des médicaments. Ce qui est important, et je pense que Julien, tu seras tout à fait d'accord avec moi, Clément aussi, les deux sont complémentaires. On a souvent Mm. tendance à les mettre en opposition, alors qu'en fait, les deux peuvent être utiles parce que tous les psychiatres ne font pas de la psychothérapie, certains commencent à en faire, et c'est pour ça que je sais que pour chacun, ça peut être difficile de s'y retrouver. Parce que tout à l'heure, tu parlais aussi du thérapeute. Bah, le thérapeute, c'est encore autre chose. C'est pareil, je fais une formation en hypnose, je suis thérapeute en hypnose. Mais ce titre n'est pas non plus protégé comme un thérapeute en PNL, comme un thérapeute en analyse transactionnelle. Il est ni médecin, il est ni psychologue, il n'est pas coach non plus. Alors, le conseil que j'ai à donner là-dessus, c'est de pas hésiter à poser la question à votre médecin. J'ai besoin de quoi? J'ai vu ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que vous en pensez? Votre médecin traitant, ce sera la première porte d'entrée. C'est celui qui va vous dire, ben non, moi je pense que dans votre cas, ça serait bien d'aller voir un psychiatre pour poser un diagnostic. Parce que oui, effectivement, moi en tant que psychologue, je ne pose pas du diagnostic. C'est seulement le psychiatre
qui va être habilité à dire vous souffrez d'un trouble de personnalité bipolaire. Moi, en tant que psychologue, je vais pouvoir vous dire tiens, je vois des choses dans votre comportement, dans votre manière de gérer les émotions qui font penser à un trouble de personnalité bipolaire. Je vous invite à aller voir un psychiatre. Et c'est pour ça que je dis que bah, ils sont vraiment complémentaires et faut pas hésiter en fait à aller voir les 2 et faut pas hésiter tout simplement à poser les questions. Tiens, j'ai vu un thérapeute qui a dit qu'il pouvait soigner ma bipolarité en 6 semaines. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Parce que moi j'en sais rien. Il faut pas en fait, vous en tant que patient, bah, faut pas hésiter à dire que vous savez pas. Ouais, exactement. Et je pense que c'est hélas très mal encore vulgarisé. Et sincèrement, moi le premier, avant de lancer Upstage, je ne comprenais pas et je ne savais pas la différence entre les différents types d'accompagnement possibles. Juste pour rapidement résumer, alors un psychiatre est un médecin, c'est le seul qui peut diagnostiquer, c'est le seul qui peut donner et recommander un traitement médicamenteux. Un psychologue, donc c'est quelqu'un qui a fait un bac+5, donc c'est encadré par la loi où il faut en fait déposer un statut. Un psychothérapeute, ça va être une autre formation, mais pareil, qui est encadrée par la loi. Et ensuite, le terme thérapeute, psychoanal... psycho... Psychopraticien, psychanalyste. ouais, tout cela. Mais même moi, je ne les connais même pas. Et ça, il n'y a pas d'encadrement à proprement dit. Thérapeute, pareil, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'encadrement à proprement dit. Et coach non plus. Donc il peut y avoir des formations, il peut y avoir des gens extrêmement compétents. Moi, je Tout tiens à quand fait. même à le dire parce que le J'allais, diplôme ne donne pas la compétence de la personne. Et vraiment, moi, j'ai pu voir des très mauvais psychiatres et des très bons coachs, et à contrario, enfin, Julien, avec qui je fais du coaching, est un très bon coach. Pour autant, il n'a pas de diplôme reconnu par l'État qui lui donne le droit de faire, je ne sais pas, d'être psychologue. Et à contrario, bon, ça arrive aussi, moi j'ai déjà vu des mauvais psychiatres. Et je pense qu'il faut aussi le dire. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir à qui vous avez affaire et chacun a son propre rôle. Dans le meilleur des mondes, il faut que votre équipe travaille ensemble. Justement, on parle un petit peu de type de thérapeute, entre guillemets, de psy, même si on utilisait un grand terme. Est-ce que tu peux nous parler des types de thérapie? Parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'écoles de thérapie, un certain nombre de manières de travailler avec les patients. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ça, c'est un vaste sujet. C'est-à-dire que des typologies de thérapie, il y en a, je sais pas, je pourrais pas toutes vous les citer aujourd'hui. Heu, il y a des thérapies qui sont reconnues, il y a des thérapies qui ne le sont pas, il y en a qui sont reconnues par certaines personnes et pas par d'autres. C'est une sacrée nébuleuse aussi. On parlait tout à l'heure de psychanalyse, c'est une approche. On va trouver des psychologies, des psychothérapies qui sont basées sur des approches cognitives, sur des approches comportementales. Par exemple, on va trouver des choses qui sont basées sur la méditation. On entend beaucoup parler d'énergie, il y a des approches psycho-énergétiques. Il y a l'art-thérapie. Voilà, je pourrais passer l'entièreté du podcast à vous citer des approches. Surtout, ce que ça veut dire, c'est en tant que patient, il faut aller tester parce que il y a autant le type de thérapie. Alors, pour le coup, pour traiter le trouble bipolaire, je crois qu'il y a 3 types de thérapie, la thérapie dialectique, les TCC et je sais qu'il y en a une autre, mais je l'ai TCC, plus en pareil, Benjamin, les mais acronymes, si tu peux expliquer ce que c'est. je vais y venir parce que, en fait, moi, je pratique les TCC. Alors, les TCC, et en fait, en plus, c'est un abus de langage parce que TCC veut dire thérapie cognitive et comportementale. Et en réalité, on fait plus ce qu'on appelle des TCCE, c'est-à-dire des thérapies cognitives, comportementales et émotionnelles. En fait, ce sont des prises en charge de la souffrance psychique qui reposent sur une méthodologie issue de la méthode expérimentale. Et donc, aujourd'hui, c'est le type de thérapie le plus scientifique, les TCC, les thérapies cognitives et comportementales. Mais ça ne veut pas dire que ça vous convient. On dit ça marche bien dans le traitement de la bipolarité, ça marche bien dans le traitement de l'anxiété. Moi, je sais par expérience que c'est une thérapie qui est très exigeante, où
On est dans le champ des thérapies brèves, donc on va très vite. Il y a beaucoup de demandes, il faut se confronter à beaucoup de choses. Il y a parfois beaucoup d'exercices, beaucoup de choses à intégrer. Et c'est pas parce que ça marche sur le papier que c'est la thérapie qui convient à vous en tant que patient. On va souvent vous dire, voilà, faut aller faire ça. Oui, très bien, allez-y, faites une première séance, rencontrez le thérapeute, voyez si ça colle, parce que c'est justement de ça qu'on va parler juste après, c'est que oui, il faut choisir un thème de thérapie, mais la vraie difficulté, c'est de trouver le bon thérapeute, celui avec lequel on va pouvoir travailler main dans la main pour avancer. Et c'est une bonne transition, tu m'as bien aidé. Non, après, on peut parler de plein d'autres choses, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont très larges. Bon, rapidement, je pense que juste parler pendant une seconde d'éthique, je pense que la plupart des personnes qui sont dans ces professions, et je pense qu'on a tendance à l'oublier, le font pas pour des raisons financières. Et je trouve, hélas, qu'en France, on a encore un petit peu cette image. Sincèrement, et moi je dis ça à toutes les personnes qui se posent des questions, si jamais on voulait faire de l'argent, on serait pas là-dedans. Moi, je ferais probablement ce que j'ai pu faire par le passé, c'est-à-dire des logiciels informatiques. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'argent dans le domaine et que c'est facile de bien gagner sa vie. C'est beaucoup moins le cas dans la santé. Et même les médecins, pour vous dire, les psychiatres gagnent beaucoup moins bien proportionnellement à des études dans d'autres domaines de la médecine que ce qu'ils pourraient gagner. C'est-à-dire que si jamais ils voulaient faire de l'argent, ils ne seraient pas psychiatres, ils seraient fort probablement chirurgiens, ils seraient dentistes, encore plus cliché. Mais, mais du coup, je pense que c'est important de le dire. Et voilà. Mais donc, l'éthique, l'air de rien, bon, bah, est-ce que voilà, peut-être que tu peux. Je ne sais pas si tu as une définition, Benjamin, là-dessus, au niveau de l'éthique. Est-ce qu'il y a un peu des guidelines dans ta formation ou... Alors, on parle beaucoup dans la profession de psychologue de ce qu'on appelle, on a un code de déontologie. Ce code de déontologie, il est super bien écrit, ça fait des années que les psys travaillent dessus. Il est vraiment très intéressant et j'inviterai tous les patients à aller faire un tour, pas forcément le lire en entier parce que ça reste quand même relativement indigeste, mais aller voir les différentes grandes parties du code de déontologie sur le respect de la personne humaine et sur plein d'autres choses. Je ne vais pas vous les citer ici. Euh, à savoir, et ça personne ne le sait, je pense, que ce code de déontologie n'a aucune valeur légale. C'est-à-dire qu'en tant que psychologue, on respecte, on décide de s'y conformer, mais contrairement au serment d'Hippocrate, parce que les médecins, par exemple, ont prêté serment, où là, ils sont tenus par la loi de le respecter, le psychologue, pas du tout. Un psychologue qui décide de ne pas respecter son code de déontologie, bon, bah, moi, je vous dirais, je pense que c'est pas un bon psy, mais il est tout à fait dans son droit. Il n'y a rien qui lui oblige à respecter ce code. Donc l'éthique du psy, elle reste quand même très personnelle. Et le meilleur exemple que j'aurais à donner de l'éthique du psy, c'est de respecter un certain secret de ce qu'il entend dans son cabinet, parce que c'est quand même la base de la confiance avec son patient. Puis c'est aussi de savoir ce qu'il est capable de faire et ce qu'il ne sait pas faire, et donc pouvoir dire, bah, voilà, par rapport à la problématique avec laquelle vous venez dans mon cabinet, je suis pas la meilleure personne pour vous accompagner, donc voilà, allez voir tel confrère, tel spécialiste, allez plutôt voir un psychiatre, allez voir un neuropsy. Et ça, tu le disais tout à l'heure, on n'est pas là pour gagner de l'argent, un peu quand même, hein, on est là pour pouvoir vivre, mais c'est pas notre objectif premier. Et dans ce sens-là, on va éviter de se dire, bah, je prends des patients pour prendre des patients, parce que le but c'est de leur faire du bien et pas de leur faire du mal. Ouais, clairement. Et une question toute bête, et moi je pense que enfin, c'est une question à poser lorsque vous allez voir quelqu'un, psychiatre, psychologue, n'importe qui. Si jamais un psychiatre qui, entre guillemets, n'a pas le temps, qui vous dit je peux vous faire un rendez-vous de 20 minutes tous les 2 mois, ne vous recommande pas d'aller voir un psychologue en parallèle ou un thérapeute, et à contrario, si un psychologue ou un coach ne vous demande pas si vous allez voir un psychiatre, généralement, il faut vous poser des questions. Parce qu'il y a vraiment ce côté où
si il veut votre bien, il comprend que certaines choses, il ne peut peut-être pas le faire seul et qu'il faut qu'il s'associe à d'autres. Et moi, je suis persuadé que le suivi, donc d'avoir une psychothérapie ainsi que de voir un psychiatre, c'est deux choses qui peuvent être communes au psychiatre, mais qui peuvent être aussi séparées. Et justement, Julien, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, toi, enfin, quel est ton avis un peu sur le sujet? Pourquoi est-ce que tu vas voir un psy notamment? Moi, déjà, je vais voir un psychiatre et un psychologue, sachant que mon psychiatre, bah, je le vois, comme tu dis, je le vois tous les mois et demi, on va dire, sachant que mon traitement est plutôt stable. Donc, après, c'est 20-25 minutes, hein, c'est pas plus. Après, j'en éprouve pas le besoin de le voir plus que ça. Euh, et ponctuellement, si j'en ai besoin, je peux l'appeler pour justement faire une séance entre deux. Mais après, du coup, j'ai ma psychologue que je vois, elle, toutes les 2 semaines en moyenne. Et quand j'en ai besoin, toutes les semaines. Et que je vois 40 minutes à peu près. Là, ça me permet vraiment de parler de ma vie, même si de mes difficultés et tout. Même si avec mon psychiatre, j'en parle beaucoup aussi parce que ça va forcément jouer sur le traitement. Et il va adapter mon traitement en fonction de ce que je vis et en fonction de l'évolution de comment je tolère le traitement, comment ça se passe dans ma vie, etc. Et avec la psychologue, on va plus faire un travail de fond, entre guillemets. On va chercher bah, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi tiens, j'ai eu telle phase. On va l'analyser, on va chercher le déclencheur, etc. Et après, on va avoir un espace aussi pour parler d'autre chose que la maladie. Et c'est principalement le cas. En général, on ne parle pas beaucoup de la maladie, sauf si besoin. Ouais, non, mais c'est intéressant et je pense que chacun doit trouver un peu son juste milieu et je pense que ça nous amène un peu sur cette deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour réussir sa psychothérapie parce que bah, c'est un long sujet. Ce qu'on dit là, bien sûr, c'est notre réflexion sur le sujet, je le redis, mais chacun a sa propre manière de réussir et nous, on est juste là pour partager un petit peu nos expériences et ce qu'on a pu apprendre afin bah, peut-être de vous éviter de faire les erreurs qu'on a faites et puis bah, d'avoir un point de vue qui va être pertinent dans votre stabilisation et dans votre gestion de la maladie. Euh, Notamment, alors, il y a un grand mot, mais j'aimerais bien que tu le définisses un peu, Benjamin. On parle d'alliance thérapeutique, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Ah, ça tombe bien, hein. Tu me poses la question parce que depuis tout à l'heure, en fait, on tourne autour de cette notion. On vous a défini quels étaient les différents praticiens, on va les appeler comme ça. On vous a parlé un peu des différentes approches. On a dit qu'est-ce qu'était la psychothérapie. Mais en fait, tout ça, ça marche que si on arrive à construire ce que nous, on appelle en psychologie l'alliance thérapeutique. Et c'est intéressant parce que Julien, toi aussi, je sais que tu pratiques l'alliance thérapeutique dans ton métier de coach, mais j'ai le souvenir que tu appelles ça un contrat. Et je te laisserai la parole à la fin parce que, en fait, c'est la même chose sans être la même chose. L'alliance thérapeutique, si on la définit un petit peu de manière barbare, c'est la collaboration mutuelle. C'est un partenariat entre le patient et le thérapeute pour accompagner pour réussir à accomplir les objectifs qu'on va se fixer ensemble. En fait, l'alliance thérapeutique, c'est la relation qu'on va réussir à construire entre le psy, le praticien et son patient qui vont faire que on va créer un sentiment de confiance qui va permettre à chacun de s'exprimer, de recevoir des conseils, des critiques, des astuces. Et bah, c'est ce qui marche dans une relation thérapeutique, c'est que chacun va trouver son compte dans la relation, le psychologue pour faire progresser son patient et le patient, bah, lui, pour arriver à atteindre ses objectifs, à atteindre le bien-être. Et je pense que c'est intéressant que tu parles aussi du contrat qu'on retrouve dans le métier de coach, Julien. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Alors, j'ai pas tant de notion de contrat, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis, et c'est exactement ça pour moi. C'est le lien qu'on va créer avec la personne, et c'est le côté aussi où on va chercher à avancer main dans la main dans une direction qui est commune.
et et on peut aussi parler d'alliance amicale quand on est avec ses amis, et alliance familiale, etc. Et en fait, alliance thérapeutique, c'est la même chose, sauf qu'on est dans le cadre du soin, entre guillemets. Enfin, si, quand on est psychologue, c'est le soin. Quand on est psychiatre, c'est le soin. Après, coach, c'est pas le soin. Mais voilà, du coup, vous avez compris. Et alors, je n'ai pas cette notion de contrat, mais c'est pas grave. Mais voilà. En fait, je parlais de contrat pour cette idée d'objectif. On est d'accord Oui, que tu vas définir des objectifs avec tes clients. Enfin, ils vont amener des objectifs et tu vas leur donner une manière d'y arriver. Et c'est bien parce que tu crées du lien que tes clients t'écoutent et te disent: «Ah oui, OK, ce que tu me dis, bah, je vais y croire. Je vais y ouais. croire parce que je te fais confiance». Oui, oui, il y a un contrat qui est implicite finalement, je pense que c'est ça que tu voulais parler, Mmh. un contrat implicite qui sous-entend, entre guillemets, bah, nous deux, on va créer une relation et on va faire en sorte que tu atteignes ce que tu veux par rapport avec des techniques, des machins, pour aller dans ce sens, quoi. Ouais, et en fait, c'est marrant parce que vous parlez beaucoup quand même d'objectifs. On parle quand même beaucoup de résultats. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence un petit peu à avancer dans ce sens-là. Moi, pendant très longtemps, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'entendais quelqu'un qui me disait: «Je vais voir un psy», j'avais un peu cette image de se mettre sur le sofa et de passer des années et des années, un peu, comme Freud, l'enseignait, à raconter sa tendre enfance et ses traumatismes pour pouvoir expliquer, pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on vit aujourd'hui. Et de plus en plus, j'ai l'impression que c'est énormément basé sur des objectifs et sur des résultats concrets. Même si ça dépend des thérapies, mais de l'extérieur, moi, c'est un peu ce que je vois. Peut-être que vous avez votre avis sur le sujet, je suis assez curieux, justement. Bah, ce que je peux te dire, c'est que ce qui est pratiqué de plus en plus sont des thérapies brèves. Et pourquoi elles deviennent brèves? Parce que en réalité, elles sont pas courtes, mais c'est juste que quand le patient il arrive dans mon cabinet, à la fin de première séance, je vais lui dire: «Eh ben, pour la prochaine fois, on va travailler sur les objectifs». C'est-à-dire que une fois qu'on aura évoqué le problème, je vais lui demander quels sont ses objectifs et on va les définir d'une certaine manière pour qu'ils soient, heu, atteignables. Et une fois que ces objectifs sont atteints, on considère que notre thérapie, elle est terminée. Alors, il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Soit on a atteint nos objectifs et le patient dit: «Bon, bah, très bien, mon problème est traité, au revoir et puis à la prochaine». Soit on part sur une nouvelle idée, une nouvelle souffrance, une nouvelle problématique, un nouveau questionnement et on redéfinit des objectifs à atteindre. Et effectivement, c'est pour ça que la thérapie, entre guillemets, elle est brève, parce qu'on avance sujet par sujet, en particulier dans les thérapies cognitives et comportementales, sujet par sujet, objectif après objectif. Donc en réalité, oui, la psychanalyse de Freud, en fait, on s'asseyait, on discutait et puis au bout de, 45 minutes, le psychanalyste disait: «Merci, à la semaine prochaine». Là, l'objectif, tu parlais de parler de sa tendre enfance, la TCC, par exemple, elle est centrée sur le présent. Ce qui nous intéresse, c'est comment vous fonctionnez maintenant et qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous vous sentiez mieux? Donc en réalité, eh bah, effectivement, on va forcément aller piocher un peu dans le passé, mais on s'intéresse vraiment au fonctionnement actuel et qu'est-ce qui coince actuellement et comment on décoince les choses. Donc oui, on parle de plus en plus d'objectifs et je pense que c'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant pour le psychologue, bah, pour pouvoir aller petit à petit orienter son patient. On va faire ça, puis ensuite on va aller par là, puis on va aller par là, puis tel outil, puis tel outil, puis tel outil. Même si, je rassure tout le monde, on n'a pas un plan de traitement noté et on ne fait pas faire la même chose à chaque patient. C'est le principe de l'alliance thérapeutique. On va s'adapter et on va aller chercher les outils au bon moment. C'est pour ça qu'on essaye de se construire des boîtes à outils. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le patient, bah, il est capable de savoir où il en est dans sa thérapie. Contrairement à la psychanalyse qui va durer 10 ans où on ne sait jamais trop où on en est, le patient, et ben à la fin, à l'issue d'une séance, il reprend ses objectifs, il dit: «Ça j'ai réussi, non, ça j'ai réussi», bah, à 50 et il sait où il en est. Et je Ouais, trouve que c'est vachement rassurant parce que ça fait quand même partie des grandes questions que j'ai, c'est combien de temps ça va prendre? Mm. Moi, en tant que psychologue, j'en sais rien, mais si on commence, vous allez être capable de voir à quel rythme vous allez et vous êtes capable de vous dire à l'instant T, en fonction des objectifs que j'ai définis,
voilà où j'en suis de ma thérapie. Et je pense que c'est rassurant. Je sais pas ce que tu en penses, Julien. Ouais, ça m'intéresse parce que moi, pour avoir pratiqué avec toi en tant que patient, bah en fait, ouais, tu as vraiment cette logique aussi d'objectif. Vraiment, on peut te trouver sur un sujet, mais peut-être que tu peux en parler, pardon. Ouais, mais carrément, en fait. Mais en tant que coach, nous, on travaille qu'avec des objectifs, finalement. C'est la première partie de la séance, elle est définie, elle est, elle est vraiment orientée, définition de l'objectif. Et en fait, nous, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas l'objectif de la personne. Et en fait, on va définir un objectif d'accompagnement global, un objectif de séance, et après, en fonction, on peut définir d'autres objectifs intermédiaires ou des trucs comme ça. Et, nous, enfin, du coup, en tant que coach, on n'avance pas sans objectif. Et comme l'a dit Benjamin, c'est aussi, on va aller piocher dans le passé et pour jouer sur le présent, pour jouer sur le futur aussi. Et ça, c'est super intéressant. Et moi, je trouve, j'ai essayé la TCC en fait. Et mis à part le fait que en fait, ce que j'avais choisi, enfin, les séances duraient, c'était 20 ou 25 minutes et je trouvais ça trop court en fait. Et en fait, enfin, bref, c'était sur Internet, mais sinon, c'était vachement intéressant la démarche. Et du coup, ma psychologue que j'ai aujourd'hui, elle me fait aussi la TCC et je retrouve beaucoup d'éléments du coaching dedans. Et donc, ça me parle énormément, tu vois. Pour te donner pour rebondir là-dessus et pour te donner le lien avec la prochaine réflexion. Et c'est ce qu'on voit là dans les échanges qu'on a avec Julien. On n'a pas du tout le même métier, mais en fait, on est complémentaires. C'est-à-dire que, en tant que bipolaire ou non, mais on va rester dans le sujet, on s'adresse à des personnes bipolaires, vous pouvez avoir votre psychiatre pour gérer votre traitement, votre psychologue pour vous aider à gérer vos phases maniaques, hypomaniaques et vos phases dépressives et les questionnements que ça suppose et votre rapport aux autres et votre rapport à vos émotions. Et vous pouvez aussi aller voir un coach. Par exemple, moi, je sais que j'oriente souvent mes patients vers des coachs en reconversion professionnelle parce que je suis peut-être psychologue du travail, mais c'est pas mon métier de les aider à réfléchir sur quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire demain et autres. Et je préfère que ça soit quelqu'un qui est spécialisé, qui l'aide là-dessus. Et ça peut aussi avoir dans son équipe un thérapeute. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super important de pouvoir s'entourer des professionnels dont on a besoin à l'instant T, et donc de construire son équipe et de faire en sorte, ce qui, je pense, manque aujourd'hui, faire en sorte que tous ces thérapeutes qui accompagnent un patient se parlent. Et ça, c'est quand même rarement le cas. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est clairement un sujet sur lequel je travaille actuellement chez Upstage, et c'est vraiment d'avoir cette approche globale. Et en fait, comme n'importe quel sportif de haut niveau ou n'importe quelle personne, si on prend des personnes qui sont soit entrepreneurs, soit chefs d'entreprise ou PDG de très grosses boîtes, ou tous les gens qui ont réellement, allez, 90% en tout cas de ces personnes-là, qui ont une très forte réussite, bah, je peux vous dire qu'ils ont tous un coach, ils ont tous un préparateur physique, ils ont tous, entre guillemets, des proches avec qui ils peuvent être soutenus. Généralement, ils ont tous un psychiatre ou un psychologue ou un coach. Et vraiment, ils ont tous leur équipe de guerre pour pouvoir gagner, quoi. Et parce que on a tous besoin d'aide, et encore plus lorsqu'on est bipolaire, d'avoir en fait cette structure qui nous aide, et ça nous amène un petit peu vers quel type de structure choisir, parce que c'est un sujet qui est assez compliqué, mais c'est comment trouver justement le bon psychologue, le bon psychiatre. Est-ce que je dois avoir l'un, est-ce que je dois avoir l'autre? C'est un sujet qui est assez ouvert, et je voulais avoir un peu ton avis justement, Julien. Comment toi, tu as fait par exemple pour trouver ta psychologue? Là, j'ai déménagé, donc j'ai une autre psychologue par rapport à quand j'étais sur Amiens. Après, j'ai vécu 3 ans en Savoie où j'ai pas eu de psychologue. C'était compliqué. Mais quand je suis revenu, j'ai repris la même psychologue qu'avant. Et en fait, cette psychologue, j'ai eu de la chance parce que en fait, c'est une amie de ma mère qui lui a conseillé. Et j'y suis allé un peu par hasard parce que je savais pas que j'étais bipolaire. J'étais pas encore diagnostiqué. Et en fait, je suis tombé sur une psychologue trop bien, qui elle-même était handicapée, c'était assez rigolo. Et, euh, et trop cool. Et franchement, je suis tombé pile poil sur la bonne personne. Donc c'est vrai que c'est assez. Après, moi, je conseillerais vraiment de tester, hein, comme le disait Benjamin, c'est tu testes une personne.
Si ça se passe bien, tu continues. Si ça se passe pas comme tu l'entendrais, bah, tu changes en fait. Je pense qu'on est dans un pays où il y a assez de psychologues et de possibilités aussi, parce que s'il n'y en a pas dans le coin, dans la région, il peut y en avoir sur Internet comme Benjamin. Et, et du coup, après, c'est ça, c'est tester. Je pense qu'il faut tester, et puis si ça ne nous convient pas, on change. Vraiment pas hésiter à changer. Moi, j'ai changé plusieurs fois de psychiatre, particulièrement. Et mes psychologues, je suis assez bien tombé rapidement, donc j'ai pas trop changé, mais ouais, psychiatre, j'ai pas mal changé. Ouais. Ouais, c'est intéressant et c'est un sujet qui est compliqué et surtout la transition est complexe par manque de communication. Et c'est vrai qu'il y a un avantage dont on a assez peu parlé, c'est que dans ton cas, par exemple, Benjamin, on peut se travailler à distance. Et donc, bah, l'un des avantages, c'est que si on déménage, si on part en vacances, si on part à l'étranger, bah, on peut continuer de garder le même psychologue. Et pour toi, justement, quels sont les avantages de la distance et quels sont les désavantages? Parce qu'il y en a aussi, je pense qu'il faut aussi en parler. Je vois 2 gros avantages. Le premier, c'est de pouvoir consulter sans avoir à se déplacer, parce que pour plein de raisons, se déplacer peut être compliqué. Ça peut être soit à cause d'un trouble anxieux, soit parce qu'on est en situation de dépression, soit parce qu'on est un père aidant et qu'on est proche d'une personne qui est dépendante, soit parce que tout simplement, on n'a pas de voiture et que parfois, bah, voilà, ça, le psychologue, il est à 10, 20, 30 bornes et que bah, voilà, on peut difficilement se déplacer pour le rencontrer. Ça, c'est un des premiers avantages. Le second, c'est que bah, on est dans un environnement qui est confortable, c'est le nôtre, et mine de rien, dans la thérapie à distance, dans la téléconsultation, eh ben, on est vachement protégé parce qu'en réalité, on est derrière son écran. Alors moi, en tant que psy, ça m'intéresse toujours. Je m'interroge sur pourquoi le patient il choisit de se protéger derrière son écran. Et j'ai envie de vous dire, il y a l'étape supplémentaire, c'est la thérapie par l'écrit, ce qu'on appelle la thérapie asynchrone, où les échanges se font plus du tout en direct, où là, le patient, il décide d'être ni vu, ni entendu. Et voilà, c'est toujours une question que j'interroge. Pourquoi on choisit de se protéger comme ça? Mais mine de rien, ça permet de construire, je trouve, justement pour en venir, une alliance thérapeutique qui est très forte. Parce que justement, eh ben, on se sent tout simplement en sécurité. C'est parfois difficile de se sentir en sécurité quand on se retrouve dans le cabinet d'un psy qui est un inconnu, dans un environnement qu'on ne connaît pas, où on se dit, bah, le psy, je me suis déplacé, il a des attentes, il va falloir que je lui parle de moi, de mon intimité, de mes problèmes. Alors qu'en fait, quand on ne s'est pas déplacé, qu'on est assis ou allongé dans son canapé, et que voilà, bah, si on veut, on peut couper la caméra. Moi, ça m'a jamais posé problème, en fait. Le patient me dit: «J'ai pas envie que vous me voyiez aujourd'hui». Je dis: «Pas de souci, je vous entends». Moi, ça me pose pas de souci et ça me fait le lien avec, en fait, le désavantage, c'est que même si je vois mon patient, il y a plein d'informations que je récupère pas. Il y a plein d'informations du langage corporel, il y a plein d'informations, de micro-expressions, toutes ces choses-là que, mine de rien, je vois pas parce que en réalité, là, tout le monde a fait, l'expérience, à distance, des visios. On se regarde pas en permanence. Déjà, on regarde son écran alors que sa webcam est plus haut, donc en fait, on regarde jamais personne dans les yeux. Ça, je prie le futur ingénieur qui saura comment mettre la caméra sous l'écran des ordinateurs pour qu'on puisse se regarder enfin. Mais en réalité, même si on a une très bonne qualité d'écran, et puis d'ailleurs, on en revient à ça, il y a le bruit aussi, le bruit technologique qui est le mauvais micro, votre compagnon, votre compagne qui passe l'aspirateur derrière, la mauvaise image parce que vous avez un bug internet. Donc tout ça, ce sont des informations qu'on perd, mais j'ai coutume de dire que on crée une alliance thérapeutique qui est tellement bonne qu'au final, on arrive à compenser avec ce que le patient nous dit, cette information non verbale qu'on perd par le biais de la visio. Ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant et je pense que c'est vraiment une réflexion à se faire, de se dire: «OK, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie? Quel est mon besoin? Quels sont mes objectifs? Est-ce que je suis déjà suivi par quelqu'un?
Et on vous mettra un article que j'ai dû écrire il y a quelques mois sur un peu vous aider à trouver votre bon psy. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à remplir le formulaire. L'idée, c'est de vous aider à vraiment mettre sur papier un peu vos objectifs, où est-ce que vous en êtes, et je puisse vous faire une mise en relation avec potentiellement Benjamin, d'ailleurs, avec qui on travaille, mais potentiellement d'autres personnes en fonction de vos objectifs. Euh, et ça, c'est des questions à vous poser vraiment. Est-ce que je préfère une thérapie à distance? Est-ce que je préfère une thérapie en physique? Euh, Notamment, quelque chose aussi qui est très dur à savoir, c'est comment sortir d'une relation avec un psy qui ne vous convient pas. Alors, j'ai hésité à dire mauvais psy, mais je pense pas que ce soit le bon terme. Je pense que c'est surtout qu'il y a des alliances. C'est comme quand dans la vie, vous rencontrez quelqu'un et cette personne est géniale, mais pour autant, il n'y a pas de, il y a pas de lien, il n'y a rien qui se crée. Et pour autant que la personne est super. Et par contre, ce ne sera pas un pote. Et ce ne sera pas une copine. Ce ne sera pas une personne avec qui vous avez envie de travailler. Et comment est-ce qu'on fait pour détecter justement quand ça ne va pas? Est-ce que tu as des réponses un peu là-dessus? Quelle est ton intuition, Julien? Bah, comme tu le dis, pour moi, c'est une intuition. En gros, c'est si j'ai du mal à parler devant la personne, si je me sens pas à l'aise, si j'ai l'impression qu'elle me juge, bon, ça reste une impression hein, en général, mais si j'ai l'impression qu'elle me juge, dans ses regards, dans sa manière si j'ai l'impression qu'elle m'écoute pas non plus, euh, distrait, je sais pas, un peu absente, fatigué, ce genre de choses. Moi, ça me met des déclics en me disant bah, là, je vais peut-être changer en fait. Et, euh, et après, il peut y avoir des trucs comme ça, mais qu'on décide quand même de rester. Moi, actuellement, ma psychologue, je remarque que de temps en temps, elle est fatiguée. Je remarque que de temps en temps, elle est distraite. Mais elle est tellement pertinente à côté que je choisis de rester avec elle. C'est quelque chose qui est très difficile. Personnellement, moi, j'ai eu du mal à le faire, pour être franc. J'ai vu un certain nombre de psychiatres. Bon, vous connaissez l'histoire, le diagnostic est souvent tardif lorsqu'on est bipolaire. Il y a souvent, et c'est comme ça, en moyenne, c'est 8 ans. En moyenne, il faut voir, je crois que c'est 3 à 4 psychiatres pour être diagnostiqué. Donc, je pense que c'est important de garder ces moyennes en tête, dans le sens où il ne faut pas en vouloir à la personne à proprement dit. C'est comme ça, elle fait son boulot, et c'est comme dans n'importe quel travail, il y a des gens aussi qui sont meilleurs que d'autres. Je pense que ce serait faux de dire que parce que quelqu'un a un diplôme, il est compétent. Je peux vous donner un certain nombre de cas dans tous les métiers qui existent d'ailleurs. mais, euh, mais en tout cas, quelque chose qui est très dur à faire, je trouve, c'est à sortir d'une mauvaise relation. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de domaines. Et le psychologue ou le psychiatre en fait partie. C'est lorsque ça ne se passe pas bien, lorsque vous n'arrivez pas à communiquer avec votre psychiatre, avec votre psychologue, il faut passer à l'étape suivante qui est de chercher quelqu'un d'autre. Et je pense que je n'ai pas répondu à ta question de tout à l'heure au final, qui Je t'en était prie, vas-y, Julien. comment sortir vraiment d'une relation quand. Parce que moi, du coup, je l'ai fait avec des psychiatres principalement, mes psychologues, ils me convenaient. Mais en fait, alors, psychiatre, franchement, je pense que je donnais plus de nouvelles. Je me suis autorisé à me dire, en fait, j'ai plus envie d'y aller, bah, j'y vais plus et je lui dis rien, en fait. Et donc j'ai fonctionné comme ça pour deux psychiatres et je l'ai dit à un autre parce que je déménageais, donc je lui ai dit bah, que je déménage, donc on va s'arrêter là. Mais j'avais envie de changer, donc ça a été le bon moment. Et par rapport à une psychologue, pareil, je lui ai rien dit. La séance d'avant, je lui avais dit bah je reprendrai une séance et en fait j'en ai jamais repris, puis voilà quoi. Moi, si tu veux, moi je dirais que ton discours, il dit qu'en fait, il y a pas de manière de faire. Vous avez le droit de dire que vous voulez plus être suivi par ce psychologue, par ce psychiatre. Vous avez le droit de rien lui dire et de pas prendre rendez-vous. En fait, on n'a Vous pas avez le le justifier, droit, quoi. vous avez aucune obligation de vous justifier. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est une intuition, c'est un sentiment. Si vous vous dites, bah, j'ai l'impression qu'il me juge, bah, c'est peut-être vrai, ça l'est peut-être pas, mais au final, on s'en fiche. Parce que autant moi, en tant que patient, je transfère des choses
sur mon praticien, sur mon psychologue. Voilà, je me sens bien avec lui, je m'autorise à lui dire des choses, je sens qu'il est à l'écoute, je me dis qu'il ressent des choses par rapport à ce que je lui raconte. C'est ce qu'on appelle le transfert, c'est de la projection d'émotions et de sentiments que je vais faire sur mon thérapeute. Si je lui dis ça, je sais qu'il se sent triste, je le ressens. Et ben, il y a la même chose qui existe, c'est ce qu'on appelle le contre-transfert, c'est-à-dire en tant que praticien, inconsciemment, bah, moi aussi, je vais transférer des trucs sur mon patient. Et ça peut être, justement, bah, je le crois pas, ou je suis pas d'accord avec lui. Je lui dis pas, mais ça se sent, ça s'entend. Et en fait, on travaille en tant que praticien avec ce transfert et ce contre-transfert, et on essaye de faire attention à, à ce qu'on renvoie à son patient, parce que c'est pas parce qu'on ressent quelque chose quand il nous le dit qu'on doit lui transmettre parce que ça nous est personnel et c'est pas forcément utile dans la thérapie. Et il y a d'autres choses, comme par exemple notre tristesse par rapport à ce que le patient est en train de nous raconter, bah, ça peut être utile qu'on lui transfère, qu'on lui dise, on va dire, je ressens de la tristesse par rapport à ce que tu me dis, et ça peut être utile dans la thérapie. Et donc, à noter, et ce qui est très important, c'est qu'il n'y a aucune règle. Vous n'avez plus envie de voir votre thérapeute, vous pouvez soit le dire, soit disparaître dans la nature. C'est à vous de voir. Parce que en réalité, c'est vous qui êtes maître de l'échange et c'est vous qui décidez si ça marche ou si ça marche pas. Ouais, Et je pense que c'est important de dire que c'est le cas pour le psychiatre. Parce que ça paraît plus important pour un psychiatre que pour un psychologue, mais non, c'est la même chose. ouais, tu as entièrement raison. Par contre, il y a un point moi, qui me tient à cœur, c'est compréhensible et vraiment, il faut le faire quand vous le sentez, de changer de psy de manière générale, hein, psychiatre, psychologue et autres. Par contre, attention à ne pas le faire sans avoir trouvé une solution de remplacement, parce que ça, c'est quand même problématique. Et hélas, c'est quelque chose que bah, moi je vois beaucoup, hein, parce qu'on a une communauté, on est quasiment 2000, et en fait, des personnes qui disent bon, bah en fait, ça ne me convient plus avec mon psychiatre, ou ça ne me convient plus avec mon traitement médicamenteux, j'arrête. Et généralement, c'est des gens qui sont dans les phases hautes, qui sont souvent dans les phases un peu hypomaniaques ou maniaques. Et en fait, là, ça c'est très dangereux. Et je pense que, enfin, personnellement, moi, c'est un choix que j'ai fait, c'est de me dire, c'est comme ça. En fait, toute ma vie, je vais aller voir un psychiatre, je vais faire une psychothérapie toute ma vie. Et voilà, et la semaine dernière, j'étais avec mon psychiatre, avec qui je fais ma psychothérapie, et sincèrement, ça a pris 20 minutes. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, bon, ça va bien. Et vraiment, je ne savais pas trop quoi lui dire. Et, et en gros, assez rapidement, bon, bah, très bien, allez, bah, ciao, on se voit le mois prochain. Et bien sûr que j'avais envie au fond de moi de me dire, ah ben très bien, je le fais pas, je vais arrêter. Mais en fait, c'est hyper important de continuer. Et surtout, si jamais vous arrêtez à quelqu'un, quelle est la solution de backup? Qu'est-ce que vous faites en contrepartie? Donc voilà, juste posez-vous bien ces questions pour vraiment toujours être dans l'anticipation. Et surtout, c'est comme ça, on a une maladie chronique, je pense qu'il faut le redire, on ne guérit pas de la bipolarité, c'est pas parce qu'on est stable pendant des mois, voire des années, que c'est terminé, qu'on peut arrêter notre traitement et que c'est bon. C'est un travail de tous les jours, toute notre vie. Et d'ailleurs, c'est une question que je me pose, Benjamin, parce qu'on parle de thérapie brève. Et toi, comment est-ce que tu vois le concept de thérapie brève avec le sujet de la bipolarité? Parce que c'est un peu contradictoire d'arrêter une thérapie alors qu'en même temps, c'est important d'être suivi, même si c'est pas la même fréquence. Je pense que là, le fait de modifier la fréquence est différent, mais je suis curieux d'avoir ton avis, justement. Ben, la question est super intéressante. En fait, il faut pas associer thérapie brève et thérapie courte. Tu vois ce que je veux dire? Une thérapie est brève, le TCC par exemple est une thérapie de type brève, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être courte. Je pense à la bipolarité, je vais souvent rencontrer le patient dans une phase basse, en phase dépressive, où je vais travailler un certain aspect de la maladie avec les objectifs qui sont de retrouver une stabilité, le TIMI,
c'est-à-dire l'absence d'émotions agréables ou désagréables, quelque chose de stable dans l'humeur. Et puis peut-être, on va continuer sur une autre problématique qui va être, maintenant que je suis stabilisé dans mon humeur, je m'interroge dans mon rapport aux autres, dans ma recherche de travail, dans la question de ma routine, de ma qualité de vie. Est-ce que on pourrait pas faire quelque chose sur la manière dont je m'alimente et autres? Et donc, on passe à un autre objectif. Et puis peut-être qu'au cours de la thérapie, ce patient va changer de phase. On va peut-être passer sur une phase haute et donc on va faire un autre travail avec d'autres objectifs. Et en fait, tu as tout dit, c'est-à-dire que c'est une maladie qui va durer toute la vie et le jour où on est stabilisé, je pense qu'on aura toujours des questions. Hem et c'est là où on parle de temporalité, c'est une thérapie brève au sens où le temps qu'on va prendre à traiter l'objectif, la problématique est bref, mais en réalité, d'autres questions peuvent venir et puis quand, tu es stable, tu peux voir ton psy, par exemple, une fois par mois pour faire le point et puis si ça va moins bien, tu vas le voir, toutes les semaines et puis si ça va mieux, tu vas le revoir toutes les 2 semaines. Parce qu'en fait, ça, faut aussi y penser. C'est-à-dire que la régularité des séances, elles peuvent varier. C'est-à-dire qu'en général, particulièrement dans la TCC, au début, on va se voir toutes les semaines, et puis après toutes les 2 semaines, et puis après quand on a atteint l'objectif ou qu'on est sur d'autres typologies d'exercices, on va se voir tous les mois. Et puis à un moment, on peut décider d'arrêter. Heu, Effectivement, dans le cas de dans le cas de la bipolarité, il me semble qu'arrêter, c'est difficile. Ou en tout cas, c'est arrêter pour reprendre plus tard. Moi, par exemple, si je fais pas toutes les semaines, je fais au minimum toutes les 2 semaines. Parce qu'après, ça me semble trop long, en fait. Et ça montre bien que chacun est différent par rapport à ses différents sujets. Et on parle énormément de la relation donc, du côté patient, parce qu'on se dit, ouais, entre guillemets, on est client, donc on va choisir. Mais moi, je serais intéressé aussi d'avoir ton point de vue, Benjamin, et même aussi Julien. On peut commencer par toi, Julien, de qu'est-ce qui fait qu'un coaching se passe bien? Parce qu'à un moment, on a tendance à l'oublier, mais c'est une relation dans les deux sens. Et parfois, je pense qu'il faut le dire, on n'a peut-être pas la bonne approche en tant que patient pour que ça fonctionne. Et je suis curieux d'avoir ton avis, du coup, Julien. Alors, pour qu'un coaching se passe bien, je pense qu'il n'y a pas de réponse à ça, dans le sens où un coaching peut m'être désagréable à moi et qui fonctionne très très bien pour la personne, et inversement. Donc, et puis des fois, tu peux avoir l'impression que c'était génial, il y a eu une grosse transformation chez la personne, et en fait, il ne s'est rien passé de particulier. Ou alors inversement, tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé, puis au final, 2 mois après, la personne, elle revient et oh putain, c'était génial, j'ai changé ça, c'est grâce au coaching, machin. Donc c'est très, très, très. Enfin, je peux pas répondre à cette question en fait. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est ton point de vue par rapport à ton... Benjamin, toi, tu as un avis différent ou même le même, je sais pas. Un avis différent, non, pas tellement. Moi, je rajouterais à ce que dit Julien, c'est que on est coach, on est thérapeute, on est là pour aider les gens à progresser, à aller vers du mieux-être, du bien-être, de la santé mentale, mais on reste humain. C'est-à-dire que quand un patient arrive dans mon cabinet, et c'est pour ça que je vous parlais de contre-transfert tout à l'heure, en fait, j'ai des attentes. J'ai des attentes qu'il aille mieux, mon patient, en fait. Et au quotidien, en tant que thérapeute, je travaille là-dessus pour pas lui mettre la pression, pour pas lui faire ressentir ma frustration. C'est pour ça aussi qu'en général, alors c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Moi, en tant que psychologue, je vois un autre psy, mon superviseur. Alors, on a entendu parler de superviseur et on en parlera tout à l'heure d'ailleurs dans la série en thérapie et c'est comme ça que cette pratique-là s'est fait connaître. C'est, en tant que thérapeute, Il va on falloir que tu est arrêtes de spoiler, Benjamin. non, mais on est beaucoup, en fait, à aller voir un autre psy, souvent, un petit peu plus, expérimenté, pour parler en fait, pour faire une thérapie, mais qui est liée à notre pratique de thérapeute. On va lui dire: «Bah, voilà, tu vois, dans tel moment, avec tel patient, j'ai ressenti telle chose et je sens que, je lui ai transféré, parce que j'ai pas pu le garder pour moi». Heu mais ou la question inverse, c'est me dire: «Je l'ai gardé pour moi, est-ce que tu penses que j'aurais dû lui dire?» Et en fait, en tant que psychologue et on en revient avec l'éthique.
faire cette supervision, c'est une question éthique, c'est-à-dire d'interroger en permanence sa propre pratique et de se dire: «Est-ce que je fais le maximum pour que Mmh. mon patient se sente bien?» Et comme il n'y a jamais de réponse binaire à ça, et ben, on demande à quelqu'un d'autre dont c'est le métier, comment ça se passe. Et si tu veux, cette pratique, elle est cadrée de la même manière qu'un rendez-vous avec le psy, c'est-à-dire que quand, je vais voir mon superviseur, je paye ma séance de supervision. Parce que je fais un travail. Je suis pas en train de discuter avec un pote, je fais un travail de supervision. Et lui m'oriente, et de la même manière que moi je travaille un patient, bah, parfois il me contredit, parfois il me dit que j'ai tort, parfois il me donne des conseils, parfois il me dit: «Bravo, tu as réussi, tu as bien fait, moi j'aurais peut-être fait comme ça, qu'est-ce que tu en penses?» Et il se base de la même manière que moi je me base sur le fonctionnement cognitif de mon patient, il fait pareil. Et la différence, c'est qu'au lieu de me prendre en tant que patient, il me prend en tant que thérapeute et on s'intéresse à ma manière de travailler. Donc en fait, est-ce que, est-ce que j'ai des besoins, en fait, pour travailler efficacement avec mes patients? Bah, en fait, le besoin, c'est d'être capable de s'interroger en permanence sur la manière dont je pratique les séances de thérapie. Et je suppose que toi aussi, en tant que coach, Julien, tu t'interroges et ça t'arrive de poser des questions à tes pairs, à d'autres coachs, à d'autres thérapeutes et se dire: «Bah, tu vois, j'ai eu telle rencontre, il s'est passé telle chose, qu'est-ce que tu en penses? J'ai réagi comme ça». On fait de la supervision, on fait aussi de l'intervision. Parfois, on est plusieurs psys et puis, tu vois, j'ai fait comme ça, tu aurais fait comment? Et ça, je pense que c'est le cœur de notre métier parce que c'est comme ça qu'on devient un meilleur thérapeute et c'est comme ça qu'on apprend justement de quoi on a besoin pour travailler avec notre patient Ouais. et et c'est ça qui nous permet de progresser et d'être de meilleurs thérapeutes, en fait. Ouais, mais c'est intéressant. Et moi, je me suis déjà fait la réflexion côté patient. Et par exemple, ce que je trouve intéressant, c'est de réfléchir à ce dont j'ai envie de parler pendant la séance. Je trouve que ça permet quand même de gagner du temps, notamment au démarrage, et souvent d'aller plus rapidement sur un sujet qui me tient à cœur pour avancer. Donc voilà, peut-être si je devais un conseil, ce serait celui-là, ne serait-ce que de l'écrire. Et, euh, et après, c'est vrai que, enfin, je pense qu'il y a tellement de sujets, mais on devra refaire des choses, je pense, avec toi, Benjamin, parce que c'est hyper vaste. Et je pense que c'est vraiment des formats, moi, qui me plaisent. Et on va le faire avec des psychiatres, on va le faire avec des thérapeutes, pour vraiment avoir un point de vue, mais aussi qui est autre, même si à la base, c'est vraiment parole de bipolaire. Et on restera avec Julien, en fait, d'en parler d'un point de vue d'un bipolaire. Mais c'est aussi intéressant d'avoir un autre point de vue et comment les autres font. Pour finir, alors je suis mal placé parce que j'ai pas regardé la série, mais est-ce que tu as regardé En thérapie, Julien? Ouais, ouais, moi j'adore En thérapie, sur particulièrement la saison 1, que je trouvais, bon, après c'est l'effet nouveauté aussi qui joue, mais je la trouvais très poignante et il était tellement, enfin, après lui, lui il est psychanalyste, hein, il me semble. Il est Et... psychiatre, en fait. Il est psychiatre de d'Ayan. Ah oui, oui, parce que oui, il prescrit des médicaments aussi, oui, ok. Et ouais, je l'ai trouvé génial et c'est tout ce que je veux dire, moi j'ai adoré cette série. Moi, je pense que cette série, elle a eu pour mérite, d'ouvrir une première brèche dans le monde de la santé mentale et de commencer à un petit peu, bah, rendre ça accessible, et ça a fait se poser des questions aux gens, en fait. Dayan, le personnage principal, il est quoi? Est-ce qu'il est psychanalyste? Est-ce qu'il est psychiatre? Est-ce qu'il est psychologue? Les gens se sont interrogés en se disant: «Est-ce que c'est vraiment ça le quotidien d'un psy? Est-ce que ça se passe comme ça chez tous les psys?» Et justement, c'est pour ça on en vient, en fait, à ce genre d'émission. Parce que, bah, ça fait se poser plein de questions et on n'en a pas parlé, mais heu et je pense qu'on pourra faire un épisode dédié à ça. C'est quoi de tomber amoureux de son psy? C'est quoi un psy qui tombe amoureux de son patient? Il y a plein de questions à poser là-dessus et en fait, ça a permis cette série, ce que j'ai trouvé génial, moi, elle m'a beaucoup interrogé et on en a beaucoup discuté avec les confrères et les consoeurs. C'est est-ce que ça décrit la réalité? Non, c'est une série, c'est pas là pour ça. Mais ça a eu ce mérite de se faire poser des questions. Et tu vois, l'erreur que tu fais, de dire il est psychanalyste. Non, il est pas psychanalyste, il est psychiatre, mais il pratique la psychanalyse.
Son approche, je sais pas d'ailleurs, il a une approche que freudienne, jungienne, c'est pas, mais justement, on s'interroge, on se dit c'est qui, est-ce que ce qu'il fait c'est normal, est-ce qu'il a le droit, et c'est quoi la supervision, et est-ce que sa supervision elle sert à quelque chose. Et donc c'est une manière de démocratiser les approches de travail en santé mentale, et je pense que à ce niveau-là, ils ont super bien réussi. Après, c'est Eric Toledano et Olivier Nakache. C'est quand même des mecs qui savent faire des bons films. Ils ont prouvé qu'ils savaient faire 2 bonnes séries. Bon, heureusement que la série israélienne était aussi géniale. En tout cas, ouais, j'aurais tendance aussi à le conseiller. Je trouve que le problème, c'est que ça soulève plus de questions que ça donne de réponses. Mais honnêtement, si vous avez votre psychiatre et votre psychologue et que cette série, elle vous interroge, posez-lui les questions que ça vous soulève, parce que je trouve que c'est une bonne accroche pour une thérapie, de dire, bah, voilà, j'ai regardé en thérapie, il fait ça, il dit ça m'a fait penser à ça, est-ce que ça c'est normal chez un psy, est-ce que le fait qu'il ait envie de coucher avec sa patiente, c'est normal. Alors ça y est, je spoil. Désolé pour ceux qui l'ont pas vu, mais voilà, ça permet enfin je pense que c'est un peu la conclusion de ce truc. Ce qu'on a fait aujourd'hui, de la discussion qu'on a eue, c'est il faut que ces questions de santé mentale, d'aller voir un psy, d'aller voir un psychiatre, de voir un thérapeute, de parler de soi, de son intimité, de ses problèmes, ça devienne une discussion normale et que ce soit plus bah tiens, j'en parle pas parce qu'on va penser que je suis fou. Malheureusement, et j'ai eu l'anecdote hier, j'ai posté sur mon Instagram un conseil de lecture sur un livre de Foucault. Foucault, il est assez connu en fait, en réalité en France, il a écrit sur l'histoire de la folie. Et j'ai un internaute qui m'a dit « Oh la vache, sur un compte francophone, c'est la première fois que je vois quelqu'un en parler. » Parce qu'en fait, en France, on hérite d'une culture asilaire en fait de la psychologie, où en gros, les psys, c'est pour les fous. Parce qu'en fait, on a un lourd passif de la psychologie asilaire, où les gens sont attachés, on leur fait prendre des bains, on leur fout des électrochocs, on pense que c'est américain, mais en fait, c'est très franco-français tout ça. Et ce boulet-là, en fait, de la psychiatrie asilaire, on se le traîne encore. Et il faut des gens comme toi, Julien, comme toi, Clément. Il faut des séries comme ça pour que enfin, eh ben en fait, autour d'un café, on peut se dire, je vois un psy, il fait de la TCC. Ah, c'est cool, c'est quoi la TCC? Parce que moi, le mien, il fait de l'analyse transactionnelle. On parle de ça. Tiens, il m'a considéré. Parce qu'il faut qu'on puisse parler de notre santé mentale. Alors, on parlera jamais de tout entre potes. On dira jamais, bah voilà, j'ai parlé de ça, j'ai tel problème, parce que c'est pas ça. Mais qu'on puisse dire, je vois un psy, sans qu'on nous regarde de travers, on dira, ah ouais, t'es fou, t'es pas bien, t'es malade, est-ce que c'est normal, tu devrais pas. Non, en fait, c'est normal. Il y a des pays, hein, je sais que dans certains pays d'Amérique du Sud, c'est l'inverse qui est bizarre. De pas aller voir un psy et pas trop considéré comme normal. Nous, c'est presque l'inverse. Alors, c'est en train de bouger grâce à des initiatives comme ça, grâce à ces séries. Et franchement, je pense que c'est l'objectif qu'on a tous. C'est que oui, on veut gagner nos vies, on veut réussir dans notre métier, on veut s'épanouir. Mais je pense et je ne sais pas si vous me contredirez, mais on a tous envie de démocratiser la santé mentale pour qu'en fait ça devienne quelque chose de normal, de la même manière que tu dis à ton voisin, bah ouais, je me suis pété la cheville, et donc j'ai vu un orthopédiste, j'ai vu un chirurgien, et je vais me faire opérer comme ça. Bah, c'est la même chose, que tu puisses dire à ton voisin, bah ouais, je suis pas bien aujourd'hui, on m'a diagnostiqué une dépression, et en fait je vois un psy, et puis je fais de la TCC, et puis c'est super cool, et je me sens de mieux en mieux, et en fait ça doit être comme ça, ça devrait être comme ça. Ouais, clairement. Clairement. Peut-être une dernière question, et vraiment avec une réponse brève, presque en mode tiré. Si vous aviez 3 recommandations pour réussir votre psychothérapie. Ça peut être comment trouver un psy, ça peut être comment me positionner, enfin, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si vous avez 3 trucs à conseiller? 3 conseils. Alors, je vais garder le meilleur pour la fin. Choisissez un mode de thérapie. Allez voir son patient, son psy en physique ou en distanciel, ou de choisir la thérapie asynchrone. C'est en train d'arriver en France et je la pratique et je garantis que ça marche très bien. Donc la thérapie asynchrone, pour faire rapide, c'est souvent des thérapies par message où en fait on se répond en décalé. Mais je m'arrête là. Choisissez une approche en fonction de ce qui vous parle, ce que vous avez entendu parler, qu'elle soit psychanalytique, qu'elle soit cognitive et comportementale, qu'elle soit axée sur d'autres choses. Et en fait, le vrai conseil, c'est essayer. Une fois que vous avez défini ça,
vous avez trouvé un professionnel, allez le voir. Parce que la vraie question, c'est est-ce que ça va coller ou pas? Parce qu'on est tous des êtres humains, et vous pouvez aller voir un grand ponte parce qu'on vous a dit c'est le meilleur psy, il a écrit 15 000 bouquins, il a aidé telle personne, c'est génial, et vous pouvez aller le voir et au bout de 10 minutes vous dire putain, qu'est-ce qui me casse les pieds, il m'agace, j'aime pas comment il parle, j'aime pas comment il est. Et à ce moment-là, il faut être capable de vous dire ok, ça va pas, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, vous aurez forcément appris des choses, il vous aura forcément dit des trucs, et vous aurez surtout un bagage pour vous dire bah en fait, je voudrais un psy comme ça. Et je vais essayer de trouver un psy comme ça. Essayez les psys, essayez les pratiques, essayez les modes de thérapie, essayez les approches pour trouver ce qui vous convient à vous. Et vous ne fiez pas à ce qu'on vous dit, bah, lui il est bon, donc c'est lui qu'il faut aller voir. Non, le bon psy, c'est celui qui vous convient. Voilà la bonne réponse. Ouais, c'est top. Julien, tu as d'autres idées? Ouais, bah, du coup, alors moi, le premier, ce serait vraiment en tant que bipolaire, je pense que c'est nécessaire d'avoir et un psychiatre. Après, bon, il y en a qui en ont pas, hein. Oui, c'est un choix aussi, c'est possible. Mais en tout cas, je pense que dans la majorité des cas, c'est nécessaire d'avoir un psychiatre et un thérapeute, un coach, un psychologue, d'avoir cette complémentarité de métiers. Et le deuxième, ce serait de ne pas hésiter à changer, justement, si ça ne va pas se prendre la tête avec ça. Et puis, comme tu le disais, avoir une solution de recours si on a envie de changer, avoir réfléchi à ça. Et je vais copier Benjamin pour la dernière, c'est essayer, quoi. Et essayer, c'est l'adopter après. Hein. Et toi, Clément, avec ton expérience, qu'est-ce que tu conseillerais Ouais, bah, je suis assez d'accord avec vous. Donc, clairement, en fait, c'est une psychothérapie. Si votre psychiatre ne la fait pas, il faut aller la chercher ailleurs. Donc, pareil, à choisir. Euh, je pense que c'est important de ne pas hésiter à changer. Enfin, en fait, je vais un peu répéter ce que vous avez dit, hein. De ne pas hésiter à changer quand ça ne va pas. Et puis, vraiment aussi de définir un peu ce que vous attendez de cette thérapie, parce que un peu de définir vos propres objectifs, parce qu'il ne faut pas s'attendre à que la personne fasse tout le travail, c'est-à-dire que vous, pourquoi vous y allez et qu'est-ce que vous attendez, parce qu'il va falloir aussi communiquer je pense qu'il faut faire confiance à son psy. Ça, c'est peut-être s'il y a bien un truc, et si vous ne faites pas confiance, si vous n'arrivez pas à lui parler, bon, bah, ça va être compliqué. Il y a Non. il y a une chose qui est, je ne sais pas si c'est comme ça avec les psychologues, mais nous, en coaching, on dit souvent que c'est le coaché qui bosse. Et nous, on a des outils pour le faire avancer, mais c'est vraiment la personne qui est en face qui va travailler pour avancer elle-même, etc. Je suis complètement d'accord, Julien, avec toi. C'est toujours ce que je dis à mes patients en fin de première séance. C'est vous qui avez les solutions, c'est vous qui allez trouver les solutions. Moi, je suis juste là pour vous montrer le chemin. Et si ce n'est pas celui-là que vous voulez prendre, vous en prendrez un autre et je serai toujours là pour vous accompagner. Ouais, c'est super bien dit. Et en fait, ça nous intéresse de savoir si ce format vous a plu, notamment pour avoir peut-être vos retours et vos idées pour peut-être des nouveaux épisodes, peut-être nous parler ou même nous mettre en relation avec d'autres acteurs. Moi, c'est vrai que je suis intéressé, je parlais du côté psychiatre. Je vais aussi commencer à chercher des personnes sur la partie recherche, sur la partie organisme de santé aussi. Pour faire un petit spoiler, on va faire quelque chose avec l'Inclusion. C'est un organisme d'État qui accompagne les personnes avec un handicap afin de trouver un travail, mais principalement les indépendants et les entrepreneurs. Et il y a énormément d'initiatives comme ça qui sont encore méconnues. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous attendez. Et notamment, est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez auxquelles on n'a pas répondu? On se fera un plaisir d'y répondre personnellement et potentiellement même de créer un nouvel épisode grâce à vous. Donc, ce sera avec plaisir. On vous met en termes de ressources, notamment l'article sur comment trouver un psy. N'hésitez pas justement à le lire, à aussi cliquer sur le lien si vous souhaitez qu'on vous aide à trouver un psy du coup. Concrètement, voilà, moi je tenais juste à vous remercier et puis vous dire à la prochaine fois. Je pense que c'est un épisode qui est très long et du coup voilà, c'est un peu hors série, mais dites-nous en tout cas si ça vous a plu sur ce type de format. Moi, je suis vraiment curieux d'en savoir un peu plus. Benjamin, Julien, je vous laisse le mot de la fin, allez-y. Écoute, je vais
juste en profiter pour faire mon instant promo, si tu me permets, mais juste pour aller dans la continuité, tu parlais d'articles sur mon site internet qui s'appelle benjaminjotnet.fr. J'ai une rubrique blog où j'écris aussi régulièrement des articles qui vont dans ce sens-là. En fait, je cherche à démystifier un peu et comment on choisit un psy et donner des outils et c'est quoi la TCC et autres. Donc si ça peut vous intéresser, alors j'écris pas spécialement à destination des bipolaires, mais je pense essayer d'être le plus global possible. Alors ça remplacera jamais un psy, mais ça peut être une première entrée et ça vous permet de vous rassurer. Et je suis aussi sur Instagram parce que c'est quand même le réseau aujourd'hui où vous trouverez beaucoup de psy. Donc voilà, si vous voulez croiser les idées d'Upstage avec les miennes, vous êtes les bienvenus pour découvrir cette partie blog. Et puis après, n'hésitez pas à solliciter Clément qui se fera un plaisir de vous mettre en relation avec moi si aujourd'hui vous cherchez un psychologue. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. C'était vraiment très enrichissant. J'ai appris plein de choses. Donc c'était vraiment cool. Merci à Benjamin et merci à toi Clément de nous avoir interviewés. Et une très belle journée et puis à la prochaine. Allez, ciao. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet upstage.com, HOPESTAGE.com, et je vous dis à très bientôt.